Alors, qu'ont donné les résultats? D'abord, on a pu dater ces caviardages. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de carbone dans ces encres, hein, puisque ce n'est pas de l'encre de Chine. Donc, on ne peut pas utiliser la technologie au carbone 14. Donc, comment a-t-on fait? Eh bien, tout simplement, le matériel que nous utilisons, les lettres, elles ont une date dessus. Donc, les chercheurs ont fait la composition des encres de toutes les lettres. Et par exemple, ils ont pu dire, voilà, la lettre du 15 octobre, elle a telle composition, et la lettre du 30 octobre a telle composition. Or, on s'aperçoit que l'encre de caviardage sur la lettre du 15 octobre a la même composition que l'encre de la lettre du 30 octobre. Donc là, on peut dire que la lettre du 15 octobre a été caviardée aux environs du 30 octobre de la même année. Donc par qui? Eh bien sûr, par Axel de Fersen. Alors évidemment, ça pourrait être fait 30 ans plus tard, mais ce serait quand même un hasard extraordinaire que ce soit exactement la même encre qui soit utilisée 30 ans plus tard, parce que je vous rappelle que ces encres sont quand même faites de façon plus ou moins artisanale et que l'adjonction de fer de zinc ou de cuivre, merci, est faite manuellement et non pas. Et donc le dosage pouvait varier. Le dosage peut aussi varier. Tout simplement parce qu'il peut y avoir un dépôt au fond de l'encrier. Si on ne secoue pas son encrier, ça crée une différence d'encre entre le matin et le soir, par exemple. Alors, que contiennent les passages révélés? D'abord, on a des passages sur la carrière de Fersen, qu'il a masqué lui-même. Il nous apprend qu'il a refusé un poste important que lui proposait le roi de Suède, c'est-à-dire un régiment de hussards. Or, Fersen ne veut pas retourner en Suède après l'échec de la fuite de la famille royale. Il se sent responsable et il veut essayer de sauver la situation. Et il dit à plusieurs reprises, notamment, je cite la lettre du 25 octobre 1791, « J'avais l'ambition de vous servir. Je voulais m'acquitter envers vous d'une partie des obligations qu'il m'est si doux de vous avoir, et je voulais leur montrer qu'on peut être attaché à des gens comme vous sans aucun autre intérêt. » Il y a aussi un passage intrigant concernant la relation Marie-Antoinette-Fersen-Louis XVI. Dans la lettre du 9 décembre 1791, un passage évidemment caviardé, Marie-Antoinette explique que la lettre de Fersen est arrivée par la poste, mais qu'elle a été remise à la porte, le premier valet de chambre de Louis XVI, qui l'a portée au roi, et que le roi était au moment de lire cette lettre, et que Marie-Antoinette est arrivée juste au bon moment pour lui arracher des mains. Enfin, bon, là, je romance un peu, mais bon. Voyez la scène. Donc, Marie-Antoinette écrit « Mon cher ami, pour le bonheur de tous trois, prenez garde à ce que vous écrirez. » Évidemment, la formule « pour le bonheur de tous trois ». Donc, Louis XVI, évidemment, était au courant du sentiment amoureux de sa femme et du comte de Fersen. Il n'était pas si niais que cela. Et d'autre part, il y avait quand même la porte, son premier valet de chambre, qui lui rapportait les libelles et toutes les insanités qui se disaient sur la reine. Donc, il ne pouvait pas ignorer. Mais le bonheur à tous trois peut peut-être se comprendre comme une sorte d'accord tacite. Une relation tolérée, à condition qu'elle n'aille pas trop loin, qu'elle ne soit pas révélée au grand jour et que chacun garde sa place. Mais ça, c'est mon interprétation et moi, je n'aime pas beaucoup faire de romans. Alors évidemment, les passages révélés sont essentiellement amoureux et on comprend qu'on les ait caviardés parce qu'ils étaient compromettants et pour la reine, surtout dans la situation de l'enfermement de la famille royale aux Tuileries, et pour Fersen, parce que Fersen veut prouver à sa famille et aux cours étrangères que s'il agit, ce n'est pas simplement parce que, entre guillemets, il est l'amant de la reine, mais parce qu'il est vraiment au service de la famille royale et il est un vrai chevalier servant, en quelque sorte. Donc, dans le premier billet que Marie-Antoinette écrit le 29 juin 1791, elle écrit « J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer. Adieu, le plus aimé des hommes. Rien dans le monde ne peut m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. » Alors évidemment, là, elle est dans l'émotion et l'angoisse de ce retour épouvantable de Varennes et dans l'angoisse de ce qui va pouvoir se passer. Donc elle libère en quelque sorte son émotion.
Mais Fersen va répondre sur le même ton dans la première lettre personnelle qu'il adresse à la reine 3 mois après Varennes, c'est-à-dire le 10 octobre. « Je puis vous dire, ma bien chère et tendre amie, combien je vous aime, l'univers n'est rien sans vous. » Eh bien, je dois dire qu'on est quand même surpris de constater que, alors qu'ils sont séparés depuis plusieurs semaines, ils ne sont pas écrits par peur de se compromettre, on est surpris de constater qu'ils semblent renouer une conversation qui ne s'est pas arrêtée. Tellement ils sont une sorte d'union parfaite de pensée. En restituant ces passages amoureux dans des lettres plus complètes, on les entend échanger dans ce langage amoureux, on les entend véritablement. Et pour la première fois, on entend la voix de Fersen exprimer son amour pour la reine, parce que jusque-là, ce n'était écrit nulle part. Là, il lui dit véritablement « je vous aime ». La totalité des passages amoureux révélés se situe entre fin septembre 1791 et début janvier 1792, donc cette période un peu plus libérale après l'acceptation de la Constitution, mais ensuite, quand la situation se complique, on va être beaucoup plus prudent. Et sans surprise, eh bien, ces passages se dévoilent plutôt au début et à la fin des lettres, évidemment à l'endroit où traditionnellement on met des formules plus chaleureuses, mais ils surgissent aussi quelquefois au milieu, quand l'émotion devient trop forte à l'évocation d'un sujet précis, mais sans jamais que cette émotion prenne le pas sur la maîtrise que l'un et l'autre montrent dans leurs échanges. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Ils parlent d'une façon assez raisonnée. Vous savez, Marie-Antoinette, elle fait une lettre de 8 pages, sans rature, sur la situation, sur qui on peut compter, etc. Et puis à un moment, on a ce passage comme si tout d'un coup l'émotion était trop forte. Et puis le discours reprend, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, ils s'aiment, ils s'adorent à la folie. Adieu, vous que j'aime et que j'adorerai toute ma vie. Fersen, le 13 octobre. Je ne vis et n'existe que pour vous aimer et vous adorer. Fersen, le 25 octobre. Adieu, ma tendre amie, je vous aime et vous aimerai toute ma vie à la folie. Le 29 octobre. Je vous aime à la folie, mon bien cher et tendre ami, et jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer. Marie-Antoinette, le 4 janvier, c'est ce que vous avez justement sous les yeux. Ils s'inquiètent mutuellement l'un pour l'autre et se rassurent. Soyez tranquille, il ne m'arrivera rien. Marie-Antoinette, le 29 juin 1791. Que je vous plains d'avoir été forcée de sanctionner, mais je sens votre position, elle est affreuse. Fersen, le 10 octobre. Prenez bien garde à vous à Bruxelles. Marie-Antoinette, le 19 octobre. Je sens parfaitement toute l'horreur de votre situation. Fersen, le 4 décembre. Ô Dieu, que votre situation me peine, mon âme en est vivement et douloureusement affectée. Fersen, le 11 juin 1792. Mais quelle conclusion peut-on tirer sur la véritable relation entre Marie-Antoinette et Fersen? Alors, je ne vais pas me livrer à des élucubrations, rassurez-vous. Mais je constate quand même qu'alors qu'ils se connaissent depuis plus de 15 ans, ils semblent encore en être à un stade de cristallisation amoureuse, au sens stendhalien, où l'être aimé paraît être l'être idéal et sans défaut. Je n'ai nulle inquiétude, vous êtes trop aimant, trop parfait pour moi, pour que je puisse avoir des craintes. Marie-Antoinette, le 26 septembre. Jamais il n'y a eu d'être plus parfait que vous. Fersen, le 25 octobre. Moi, je vous laisse faire votre propre conclusion. Personnellement, j'ai d'abord été saisie par la force et la fraîcheur de ces formules amoureuses. Imaginez la première fois que donc cette première lettre révélée du 4 janvier 1792, lorsque le texte a été révélé, quelle émotion. Se dire, mais on s'est même demandé, est-ce que nous avons le droit de donner au public ces phrases intimes qui sont restées cachées pendant plus de 200 ans. Mais si on regarde bien, ces mots si spontanés qui apparaissent comme des vagues d'émotions, eh bien, ils sont enchâssés dans un texte bien construit, à qui il donne de l'humanité et de la cohérence. Mais le sujet principal de cette correspondance, outre le besoin de s'échanger des nouvelles, de se rassurer, c'est un sujet d'ordre politique. Et cela peut d'ailleurs surprendre
de la part d'une reine considérée comme une tête légère qui n'a pas de suite dans les idées. C'est d'ailleurs ce que dit Barnave à l'époque. Ce n'est pas la lettre qui est en haut, mais dans une de ses lettres. Marie-Antoinette, elle se voit même grondée comme un enfant par l'évêque de Pamiers. Ça, c'est dans la lettre du 7 décembre 1791. Et pour moi, je pense que ne vouloir ne garder que quelques phrases, amoureuses, magnifiques certes, mais tronquées, c'est faire abstraction du contexte dans lequel ces phrases ont été écrites. Et c'est réduire en quelque sorte la reine et sa relation avec Fersen à une image inventée, une Marie-Antoinette telle que nous voulons qu'elle soit. Pour comprendre le vrai visage de la reine, il faut faire abstraction de tous les clichés qui circulent depuis son vivant jusqu'à aujourd'hui. Il faut se plonger dans le contexte difficile de la période pour donner la densité à ce personnage, pour tisser un portrait tout en finesse et en subtilité d'une femme certes amoureuse et engagée qui veut se sauver et sauver sa famille, d'une reine courageuse et déterminée, l'épouse du roi, la mère de l'héritier, mais une mère aussi attentive à ses enfants et qui refuse finalement, le 14 février 1792, de quitter seule Paris avec Fersen. Et c'est en fait tout le but de cette exposition, de redonner de la densité à ce personnage. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu l'exposition, je vous invite à la revoir. Si vous n'avez pas encore vu, vous allez vous précipiter. Vous verrez que la personne de Louis XVI, l'époux de la reine, n'est pas oublié et c'est tout à fait volontaire. Je vous remercie de votre attention.